Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour nous un très grand honneur de vous accueillir, Monsieur Olivier Picard, pour cette conférence qui est commune au cycle des conférences de l'Agora des Savoirs et au cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité. Depuis 5 ans maintenant, je crois, grâce à Monsieur... 6 ans, grâce à Monsieur Penalva, nous organisons une conférence commune à ces 2 cycles d'Antiquité. Et nous partageons donc le conférencier comme nous le faisons ce soir. Cette année, l'Agora des Savoirs a choisi comme thème les révolutions, et c'est précisément à une révolution un petit peu particulière que nous vous proposons d'assister, celle de l'apparition de la monnaie dans le cadre des cités grecques. C'est-à-dire la rencontre entre l'économie et le politique. L'usage de la monnaie est devenu pour nous quelque chose de tellement évident qu'on en oublie que la monnaie est quelque chose qui d'abord fait sens. La monnaie fait sens parce que les symboles, les images que les monnaies portent sont toujours révélatrices d'un contexte, d'une époque et même d'une certaine conception du monde. La monnaie fait sens aussi parce que l'adoption de la monnaie, sa fabrication, sa circulation, son usage au quotidien ont d'importantes conséquences pour les sociétés. C'est ce qui explique que la numismatique ne peut pas être cantonnée à une lubie de collectionneurs. C'est aussi une science qui permet à l'historien d'aborder avec un regard original les périodes anciennes et par là même d'essayer d'éclairer le présent. Et c'est précisément à cette tâche, Monsieur Picard, que vous avez consacré une très grande partie de votre activité scientifique depuis maintenant de très longues années. Présenter Olivier Picard ou introduire ses travaux, c'est présenter sans aucun doute l'un des plus éminents spécialistes de la numismatique grecque en Europe, mais aussi un des plus grands représentants de cette école archéologique française qui sait croiser les sources, école que l'on nous invite tant à l'étranger. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, et vous avez rejoint très naturellement, on pourrait dire, cette prestigieuse école qu'est l'école française d'Athènes comme membre, où vous avez commencé vos travaux. Vous avez mené des fouilles aussi bien à Lato, en Crète, que sur l'île de Thasos, au nord de la mer Égée. Et c'est à Athènes que vous avez aussi commencé vos travaux de recherche sur l'histoire de l'Eubée. Ces travaux de recherche, vous avez choisi de les mener en vous appuyant sur une source qui n'a pas toujours été beaucoup exploitée par les historiens. Ce sont les sources numismatiques, c'est-à-dire les monnaies, très précisément. Ces recherches vous ont conduit au doctorat d'État et elles ont abouti à une première somme, si j'ose dire, un gros livre, un grand livre, Chalcis et la Confédération EBM, livre issu donc du doctorat d'État qui vous a permis de gravir tous les échelons de la carrière universitaire à l'université de Nanterre, d'abord comme assistant, puis comme maître assistant, et enfin, tout naturellement, j'allais dire, comme professeur. Vous avez ensuite quitté l'université de Nanterre pour revenir à Athènes, cette fois-ci comme directeur de l'école française, et vous avez été un directeur particulièrement efficace, attentif, développant les sites de l'école, et aussi ouvrant cette école aux chercheurs. Vous y êtes resté donc 11 années,
entre 1981 et 1992. À votre retour en France, tout naturellement, là encore, j'ai presque envie de dire, cette carrière a continué. Vous avez quitté Nanterre et vous avez rejoint la Sorbonne, où vous avez occupé la chaire de numismatique grecque. Cette carrière, elle a été évidemment accompagnée de très nombreuses publications. Alors, je n'ai pas fait le compte, mais on doit approcher les 200, si on compte les ouvrages et les articles. Publications que vous avez consacrées à l'étude des monnaies, de l'économie, de l'histoire, du monde grec, dans son ensemble. Alors, vous avez commencé par le B, par Thasos, et puis tout récemment, vous êtes allé jusqu'en Égypte, où là encore, vos travaux ont permis de nouvelles approches de l'histoire de ces régions. Ces travaux ont toujours mis en perspective, bien sûr, votre passion, la numismatique, mais aussi ce qu'elle apporte à l'histoire, à la grande histoire. Ce parcours, vos travaux, ont fait de vous donc le grand spécialiste de la numismatique grecque, mise au service de l'histoire. Ils ont été salués, couronnés par votre élection comme membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2009, dont vous étiez déjà d'ailleurs le correspondant depuis plusieurs années. J'ajouterai pour terminer que le savant que vous êtes n'a aussi jamais oublié ses devoirs de professeur. Vous avez formé de très nombreux étudiants qui sont aujourd'hui, pour certains, devenus vos collègues, accompagné les travaux de beaucoup d'autres avec une très grande bienveillance comme professeur, mais aussi lorsque vous étiez directeur de l'école française, et je peux en témoigner. Et je crois que Christophe Chandezon, qui est là dans cette salle, peut lui aussi, bien sûr, témoigner de cette bienveillance et de ce soutien que vous avez toujours manifesté à tous ceux, même à ceux qui n'avaient pas choisi de vous suivre sur les chemins de la numismatique. Et on peut dire que si la numismatique grecque se porte très bien en France, c'est sans aucun doute grâce à votre talent de pédagogue. Ce talent, vous avez accepté d'en faire profiter l'auditoire de l'Agora des Savoirs ce soir, et je sais que vous irez demain dans nos écoles à la rencontre de jeunes montpelliérains pour, là encore, leur faire partager votre passion. Donc de tout cela, avant de vous laisser la parole, au nom de toute la salle, je tiens à vous remercier. Je voudrais d'abord remercier la ville de Montpellier, l'université de Montpellier, l'Agora des Savoirs, de me donner l'occasion de continuer ce que j'ai fait la plus grande partie de ma vie, c'est-à-dire d'une part d'essayer de regarder et de comprendre ce que je voyais, et d'autre part de faire partager cette recherche aux étudiants. J'ai eu le bonheur de faire le plus beau des métiers de la Terre et je suis très heureux ce soir de pouvoir continuer avec vous. J'espère que vous n'en serez pas déçus. Alors, quand on m'a demandé un titre pour cette conférence, j'ai proposé la monnaie ciselée par la cité grecque. Et quelqu'un m'a fait remarquer que c'était un titre un peu énigmatique. Vous avez ici 3 exemples de monnaies grecques de différentes périodes, de différentes régions, de Sicile, de Thasos. Et chacune de ces images a été très soigneusement méditée par la cité qui l'a émise pour qu'elle soit à la fois comprise au premier abord par ceux qui utilisent la monnaie. C'est un petit peu la même chose de nos jours. Je m'amusais à dire aux étudiants, vous reconnaissez tout de suite une pièce de 1 euro. Si je vous disais, vous avez 10 minutes pour décrire cette pièce comme ça, tout de suite, à brûle-pourpoint, vous en seriez incapable. Et pourtant, vous savez que c'est 1 euro. Et en même temps, la monnaie a toujours attiré, à cause de sa valeur, les faussaires. Et par conséquent, il fallait aussi cacher dans l'image
des points mystérieux qui permettaient immédiatement aux spécialistes de reconnaître ce qui était authentique et ce qui ne l'était pas. Et en même temps, la monnaie n'a pas été inventée par la cité grecque, nous allons le voir. Elle a été reprise par la cité grecque, qui l'a transformée, et cette monnaie a également transformé la cité. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre monnaie et cité qui se fait par l'intermédiaire de l'image. Et je vais ce soir vous proposer de regarder un certain nombre de ces images. Alors, la monnaie apparaît vers les années 600, avant Jésus-Christ à peu près, et elles apparaissent en Lydie, dans le grand royaume de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. Et ces premières monnaies, Hérodote nous dit qu'elles ont été frappées par les Lydiens, et même plus probablement par un roi qui n'a peut-être pas laissé de souvenirs très grands, mais dont le fils a été très célèbre pour ses richesses, c'est Crésus. Et cette monnaie a été frappée parce que les Lydiens avaient une chance extraordinaire. La ville est située au pied d'une montagne d'où les rivières, les ruisseaux, charrient des paillettes d'or. D'un or qui est un alliage d'or et d'argent, l'électrum. Et cette rivière, vous la connaissez tous, sans savoir que c'est cette rivière, c'est le Pactole. Donc les Lydiens, avec le Pactole, avaient de l'or et ils se sont demandé pendant longtemps comment l'utiliser. Et cet or a été transformé en monnaie à la suite d'une double opération. D'une part, de progrès techniques. Nous allons le voir. Le bronze, à ce moment-là, on sait fabriquer du bronze suffisamment dur pour pouvoir frapper l'électrum, ce qu'on ne pouvait pas faire quelques dizaines d'années auparavant. Deuxièmement, on a utilisé une technique qui est une technique très ancienne dans les palais du Proche-Orient, qu'elle appartienne, les palais lydiens, qui est celle du sceau, comme signe de l'autorité. Et alors, ce qui caractérise les monnaies, vous avez ici deux valeurs. D'une part, des statères, et on sait tout de suite que ce sont des statères parce qu'au revers, vous avez un rectangle entre deux carrés. Et au-dessous, vous avez une tritée, un tiers de statère, où vous n'avez plus que deux carrés, et je n'ai pas pris une photo de la valeur la plus faible, qui est le 6e, et qui n'a qu'un seul carré. Donc immédiatement, on sait quelle est la valeur de ces pièces, et ça va faire toute la différence. Désormais, ces pièces ne sont plus des morceaux de métal que l'on pèse, ce sont des morceaux de métal auxquels l'autorité qui les émet donne une valeur. Et, car il faut toujours un peu jouer de la monnaie, le roi de Lydie a, semble-t-il, très habilement joué de cet instrument nouveau. L'électrum a toujours autour de 60% d'or et 40% d'argent, un peu plus, un peu moins, mais enfin ça tourne toujours autour de 60%. Aucune des pièces que nous avons de nos jours n'a une telle proportion d'or. Elles sont toutes inférieures à 40% et même quelquefois descendent jusqu'à 30%, etc. C'est-à-dire que le roi de Lydie, en faisant frapper des monnaies, sépare l'or et l'argent, ce qui est une opération métallurgique difficile, et refont un métal artificiel, et il distribue pour un statère d'électrum une monnaie qui a en réalité une composition d'or plus faible. Mais ce qui compte, et ça c'est fondamental dans la monnaie, ce qui compte c'est la valeur
qui est fixé par l'autorité et non pas le poids du métal, l'alliage, toute autre chose que l'on pourrait mesurer. Et c'est quelque chose qui est toujours valable de nos jours dans la monnaie actuelle. La monnaie a la valeur que lui fixe l'État émetteur. La valeur de la monnaie tient au signe de la valeur et non pas à sa composition métallique ou à son poids. Pardon. Alors, frapper monnaie. Il y a deux termes pour désigner l'opération de frapper monnaie, soit frapper, soit marquer du sceau. Ce sont les deux verbes qu'utilise Hérodote et que les Grecs utilisent toujours. Vous avez ici des photos qui représentent une expérience au musée Paul Getty à Los Angeles qui est en partie exacte et en partie inexacte. Alors, vous voyez bien ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire les coins de revers qui sont gravés en creux et qui devraient être en relief sur la monnaie. En réalité, là, il y a une petite confusion des Américains, mais c'est pas très grave. Et ces coins sont au bout d'une tige de bronze assez longue sur laquelle on va frapper avec une masse. Alors, il y a eu plusieurs expériences un peu partout et toutes les expériences montrent que l'idéal, c'est une masse d'environ 5 kilos. Au-dessus, l'ouvrier se fatigue trop vite. Au-dessous, il n'est pas efficace. Donc et d'autre part, il est debout pour frapper, c'est tout à fait normal. Le coin est posé sur la pastille de métal qui va être frappée, ce qu'on appelle le flanc. Et sous la pastille de métal, sur l'enclume, il y avait dans l'Antiquité une plaque de métal sur laquelle était gravé le coin du droit. Ces monnaies, elles sont ce système monétaire, vous voyez, vous reconnaissez les statères et la tritée. Ces monnaies ne sont pas uniquement frappées par le roi de Lydie. Très vite, ces monnaies circulent au dehors et elles sont utilisées par les cités grecques. Pourquoi ? Eh bien, parce que, Hérodote nous le dit très bien, ces rois de Lydie ont été les premiers à imposer aux cités grecques le paiement d'un tribut, et d'un tribut qui devait être payé en monnaie. À cet égard, la monnaie est extrêmement commode pour tout prélèvement fiscal, et en particulier pour le tribut, puisqu'on compte les pièces et on sait exactement ce que l'on a. Et donc, ce sont des monnaies des cités grecques. Mais quelle cité ? Alors, peut-être que cette monnaie avec un lion a été frappée par la ville de Milet. Nous verrons tout à l'heure une monnaie avec le type du lion, mais c'est très loin d'être sûr. D'une part, nous avons pour ces pièces une 50aine de types, c'est-à-dire beaucoup plus que le nombre de cités qui ont pu frapper monnaie à ce moment-là. Donc nous sommes certains que l'image ne renvoie pas à ce moment-là à la cité émettrice. Et si nous avions des doutes ou des discussions, ces deux pièces, un statère et une tritée, nous le confirmeraient, car elles portent en grec la légende « Je suis le sceau de Phanès ». Alors, qui est ce Phanès ? Malheureusement, il n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Peut-être un chef, un tyran, peut-être un prince local, peut-être... alors, on a dit un banquier, mais la profession n'existait pas encore à ce moment-là. Cela nous indique, et nous en aurons la preuve un peu plus tard, cela nous indique quel est le maître du métal, celui qui fournit le métal et qui contrôle l'émission. Et ce système dure aussi longtemps que dure le royaume de Lydie. Malheureusement, en 546, Crésus se lance dans une expédition malheureuse contre les Perses. Il est écrasé, les Perses
conquièrent Sardes, conquièrent la région, et que font-ils? Ils imposent immédiatement un tribut payé dans les mêmes monnaies aux cités grecques. Alors, curieusement, les Perses étaient également maîtres d'autres régions fort riches, comme l'Égypte, un peu plus tard la Babylonie et d'autres. Mais dans ces régions, ils n'utilisent pas de tribut, ils ne prélèvent pas de tribut en monnaie. Ils prélèvent un tribut en nature, ça peut être des esclaves, ça peut être des chevaux, ça peut être du métal, ça peut être, mais pas de la monnaie. La monnaie va rester utilisée uniquement dans cette région de l'Asie mineure où elle avait l'habitude d'être utilisée. Et le système lydien va se maintenir, alors avec deux transformations, dans une ville du nord de l'Asie mineure. Ces pièces ont souvent été considérées comme des monnaies grecques, mais en réalité, les mines d'or sont à l'intérieur de l'Asie mineure, sur le territoire du gouverneur de la région, et le monnayage est beaucoup trop important pour être celui de la cité. En réalité, c'est un monnayage perse frappé dans une cité. Et cette cité, nous savons maintenant, ce que nous ne savions pas jusqu'à présent, laquelle c'est. Vous avez derrière la tête de ce bouc, sous ce Scythe en train de bander son arc, ça doit être une position assez malcommode pour lui, sous ce taureau, alors là c'est encore beaucoup plus difficile pour le taureau, et sous la tête d'Athéna, nous avons un thon. Et Cyzique était en effet célèbre pour ses pêcheries de thon et pour la richesse que le thon lui apportait. Ici, le thon est destiné à nous dire ces monnaies ont été frappées à Cyzique et s'il y a des irrégularités, s'il y a des faussaires, eh bien, c'est chez les Cyzicènes que cela peut être réglé, que le problème peut être jugé. Mais le type principal, qui est différent à chaque fois, le type principal ne renvoie pas encore à la cité. Le type principal renvoie au responsable de l'émission, à celui qui a dû apporter l'or. Nous sommes malheureusement mal renseignés, mais nous indique qui a frappé l'émission. Et c'est également après la disparition de l'Empire lydien que la monnaie va être adoptée par la Grèce. Et c'est là que nous commence notre aventure, c'est-à-dire les transformations de la cité par la monnaie et les transformations de la monnaie par la cité. Deux cités ont utilisé au tout début de leur monnayage le même système que à Cyzique ou dans l'Empire lydien, c'est-à-dire des types qui varient avec chaque émission. À Athènes, c'est ce que l'on appelle les monnaies blasons, parce que l'on a cru, nous sommes vers le milieu du VIe siècle, dans la deuxième moitié du VIe siècle, on a cru que ces monnaies renvoyaient aux grandes familles aristocratiques qui dominaient la cité à ce moment-là et qui se battaient notamment pour le pouvoir. En fait, c'est sûrement inexact, il n'y a aucun lien avec les grandes familles. On avait cherché auparavant à attribuer ces différentes monnaies à différentes cités, mais ça ne collait pas non plus. Et l'explication qui, en revanche, parfaitement satisfaisante, c'est que nous avons affaire à des émissions à type multiple, comme nous en avions dans l'Empire lydien ou comme nous en avons à Cyzique. Et l'autre monnaie, et vous la connaissez peut-être, c'est ce que l'on appelle les monnaies du type d'Oriol, parce que l'on avait retrouvé au XIXe siècle à Oriol, près de Marseille, un trésor de presque 1 millier de ces monnaies avec une soixantaine de types différents. Et là aussi, dans un premier temps, on a cherché à distribuer ces monnaies entre les différentes colonies grecques de la côte. Mais
impossible. D'une part, toutes ces monnaies se retrouvent pratiquement toujours soit sur le territoire de Marseille, soit tout autour de Marseille, et d'autre part, on n'arrive pas à trouver 60 cités qui auraient pu frapper monnaie comme ça. Donc, même chose, nous avons affaire à des monnaies à type multiple, et nous sommes, comme vous le voyez, encore très proches du système lydien. La véritable monnaie, elle apparaît vers 550, 540, on ne sait pas exactement, au moment où Égine, la grande cité maritime en face d'Athènes, crée sa monnaie. Et Égine a l'idée géniale de ne choisir comme type de droit qu'une seule image, la tortue. Et ça va connaître un succès remarquable, car nous avons quantité de textes, soit des textes officiels, des contes, soit des textes littéraires au théâtre ou dans d'autres sources, qui associent la tortue à Égine, la tortue d'Égine. Tout le monde savait ce que c'était. C'est un grand succès. La cité peut faire circuler sa monnaie dans l'ensemble du monde grec. Comme elle a une activité maritime très importante, nous reviendrons tout à l'heure là-dessus, on la retrouve effectivement depuis l'Albanie jusqu'à Chypre, depuis l'Égypte jusqu'en Grèce du Nord. Elle a circulé vraiment très très largement. Et c'est à ce moment-là, je crois, que la monnaie qui était auparavant dans le royaume de Lydie un créma, c'est-à-dire un bien, quelque chose de valeur, un objet de valeur, littéralement quelque chose que l'on utilise, porte le nom que nous lui connaissons dans les textes, devient un nomisma, c'est-à-dire un objet légal. Alors, le mot nomisma apparaît curieusement sur une monnaie trace des années 480, puis ensuite chez Hérodote, mais nous sommes sûrs qu'il n'est pas d'origine lydienne, il n'y a aucun moyen de le rattacher, parler des Lydiens. Et en revanche, nous comprenons fort bien pourquoi c'est appelé objet légal. Il y a, alors je l'avais écrit dans mes notes sans me rappeler quel était le thème de votre année, il y a là une véritable révolution institutionnelle. Alors, la monnaie s'impose parce que c'est un moyen de paiement extrêmement commode. C'est une valeur universelle qui est à la fois une indication de valeur, un instrument de réserve de la valeur et un instrument de paiement. Et c'est beaucoup plus commode que les pré-monnaies qu'il fallait peser, compter. Et précisément, le changement des institutions va nous le montrer. En effet, une cité qui frappe monnaie, qui émet de la monnaie, commence par obliger ses citoyens et les étrangers à payer tout ce qu'ils doivent à la cité dans la monnaie de la cité. Et nous en avons de bons exemples dans les textes de Delphes. Nous avons un texte qui nous dit que ce qu'on appelait le pélanos, alors nous ne savons pas exactement ce que c'est que le pélanos, c'est peut-être un gâteau, c'est sans doute un gâteau. Mais nous savons que le pélanos, ce sera désormais tant de drachmes de Delphes, et que pour venir consulter l'oracle, tout le monde devra payer des drachmes de Delphes au lieu de fournir ce gâteau. Ça a suscité quelques troubles. Et un texte de Delphes, toujours du IVe siècle, nous le dit de façon très clairement. Pour une fête famille, c'est un groupe familial, il convenait que le père de la mariée ou le père d'un nouvel enfant apporte une offrande. Alors s'il apporte une vache ou une chèvre, ça on sait très bien ce que c'est. L'archonte met sa vache ou cette vache ou cette chèvre dans son jardin, tout le monde la voit, aucun problème. Si c'est de l'argent, vous comprenez, vous lui donnez quelques pièces, vous lui donnez 3,5 au bol. Il va vous dire ensuite, mais non, c'est une drachme et demie, et puis il va vous faire des micmacs, et puis etc. Et donc, on est extrêmement méfiant. Et le texte dit bien
que si l'on apporte de l'argent, ce à quoi on est obligé pour un certain nombre de versements, eh bien, le magistrat devra jurer qu'il le gérera honnêtement, sans tromperie et sans vouloir profiter de la situation. Il y a une méfiance qui entoure l'argent et cela va créer petit à petit une administration nouvelle. En particulier, dès 460, et probablement même un peu avant, s'impose à Athènes une règle qui est toujours en vigueur de nos jours, c'est-à-dire que le représentant de la cité qui perçoit la monnaie n'est pas celui qui la garde, elle est versée à un trésorier et le trésorier a la responsabilité de garder l'argent, mais ça n'est pas lui qui le perçoit, et ça n'est pas non plus ni le premier magistrat ni le trésorier qui pourra le dépenser. Il faudra un troisième magistrat qui décide que cet argent sera dépensé pour telle ou telle dépense. C'est-à-dire que la gestion de la monnaie est répartie entre trois responsables différents pour éviter les malversations. Alors, ça entraîne, d'une part, des changements dans le recrutement des magistrats. Désormais, le magistrat, il ne suffit pas simplement que ce soit quelqu'un de bonne famille, il ne suffit pas non plus que ce soit un excellent guerrier, il faut aussi que ce soit quelqu'un qui sache lire un compte, qui sache compter, qui sache utiliser cet argent. Et d'autre part, les gens riches, ce ne seront pas simplement ceux qui ont des terres de tradition familiale, ce sont ceux qui vont gagner de l'argent sur mer, qui vont s'enrichir, et on voit ou faire du trafic d'esclaves, et on va voir arriver des gens, vous savez. Hein. Et il y a une cité qui est très sensible au fait que si elle adopte la monnaie, tout son système politique, tout son système social s'effondre, c'est Sparte. Et Sparte refuse, par conservatisme, d'adopter la monnaie, non pas dans les fortunes individuelles, Thucydide nous le dit bien, il y a parmi les Spartiates des gens qui sont très riches, et on le sait par ailleurs, de façon absolument sûre, mais la monnaie n'est pas ento koino, elle n'est pas dans le système commun, elle n'est pas dans les institutions, ça n'est pas un nomisma, et par conséquent, Sparte va pouvoir protéger ses institutions. La deuxième transformation radicale, après l'adoption d'un type de droit fixe, elle est faite par Athènes. Alors, on a beaucoup discuté de la date à laquelle cela se faisait, c'est probablement vers 515, et c'est probablement en rapport avec le début de l'exploitation des mines du Laurion et l'arrivée d'un flux régulier de recettes de la cité. Entre parenthèses, la mise en route de cette exploitation des mines a été très lente parce que exploiter ces mines d'argent, certaines sont exploitées à 100 mètres sous le niveau du sol actuel, cela exige un travail considérable, des dépenses considérables et des dépenses d'abord en main-d'œuvre. Alors, nous n'avons pas de chiffres pour l'Athènes du 5e siècle, mais j'ai consulté les archives des mines d'argent du Pérou et du Mexique au 16e, 17e siècle, à un moment où les connaissances techniques, la maîtrise des techniques n'est pas très développée depuis l'Antiquité. Et nous savons que pour produire 1 tonne d'argent, et Athènes, dans ces années-là, produit plusieurs tonnes d'argent par an, il faut environ 5000 hommes, 5000 esclaves pour produire 1 tonne d'argent. Et l'espérance de vie d'un jeune Indien, les Espagnols exploitent leurs mines par des levées de main-d'œuvre dans les villages indiens, l'expérience de vie d'un jeune Indien qui est envoyé dans les mines est de 5 ans, à partir du moment où il entre dans les mines. Il est recruté jeune, vers
17, 18 ans, mais au bout de 5 ans, il y a peu de chances qu'il ait survécu. Et autre chiffre qui est tout à fait intéressant, pour produire 1 tonne d'argent, il faut 10 tonnes de charbon de bois pour traiter le métal. Donc ce sont des investissements considérables. Et Athènes, vers 520-515, quand se rend compte de cette promesse extraordinaire, de cette rivière que la déesse leur a donnée, Athènes décide de créer une nouvelle monnaie et elle met à ce moment-là au droit de sa monnaie, et c'est la première apparition de ce type, cette forme d'image comme type régulier, la tête, l'effigie de la patronne de la cité, la tête d'Athéna. Et au revers, l'oiseau d'Athéna, la chouette. Alors, vous avez parfois au début, mais pas toujours, l'ethnique. Ici, il n'y est pas. Et j'attire votre attention sur la façon dont l'ethnique est dessinée. Il n'est pas dessiné pour être lu facilement, la monnaie ne se lit pas. Il est dessiné exactement comme le ferait le maquettiste d'une affiche de nos jours pour mettre en valeur une courte légende qui fasse bien dans le dessin. Il y a un souci de légèreté et de solidité du dessin qui est extrêmement frappante. Alors, cette tête va évoluer, on peut les dater, et il va se passer un changement important entre cette pièce-ci et de la fin du IVe siècle, celle-ci est du milieu du IIe. Il y a donc environ, il y a plus d'un siècle entre la série ancienne et la série nouvelle. L'histoire d'Athènes, la défaite face au roi de Macédoine, et puis ensuite l'alliance avec Rome, le fait qu'Athènes joue un peu au second et au premier siècle le rôle de trésorier au service des intérêts romains dans le monde hellénistique de cette période-là, explique l'extraordinaire développement de ce monnayage. Mais vous constaterez que, à la fois, on distingue très clairement l'ancienne pièce, au paléonomisma, l'ancien monnayage du nouveau, et pourtant que ce sont les mêmes thèmes, les mêmes, la déesse et la chouette. Et alors, j'ai choisi cette cette photo de l'Acropole pour souligner quelque chose qui me paraît frappant, c'est qu'il y a dans le thème de la monnaie une espèce de cercle idéologique que l'on retrouve dans l'Acropole. La photo est vue en contrebas pour souligner cet aspect massif du plateau de l'Acropole. Alors l'Acropole ne joue plus aucun rôle militaire à cette époque-là. Elle a joué auparavant, mais à cette époque-là, c'est entièrement fini. Mais c'est bien la forteresse de la déesse. Et si vous me permettez cette image un peu hardie, c'est un peu comme les buildings que construisent les gens de Chicago à partir des années 1880 ou les Rockefeller dans le Rockefeller Center. C'est un immense bâtiment nouveau qui impose une image nouvelle de la cité. Et cette image nouvelle de la cité, elle est fondée sur la conviction que c'est la patronne de la cité qui est à l'origine de la prospérité de la cité. Les Athéniens le reconnaissent, ils sont fiers de cette aide, de cette protection de la déesse. Il y a derrière ici à peu près, derrière les Rectéiones, il y a l'autel sur lequel on sacrifie chaque année à la déesse, et en particulier de façon plus importante tous les 4 ans lors des grandes Panathénées, à la fois pour la remercier et puis pour lui demander de continuer à faire un petit effort quand même. Et cette déesse que l'on remercie, c'est aussi celle qui est à l'origine des dépenses régulières les plus importantes de la cité. Le premier chapitre financier, pas en importance, mais dans
dans l'idée des Athéniens, c'est les dépenses de culte, et c'est aussi orner la cité. Et orner la cité, c'est construire le Parthénon que vous avez ici. Et qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du Parthénon? Il y a la salle qui a donné son nom au temple, Parthénon, la salle des Vierges. Et la salle des Vierges, c'est tout simplement le coffre-fort principal de la cité. C'est-à-dire que les réserves d'argent, et nous verrons tout à l'heure comment ces réserves sont acquises, ces réserves d'argent, elles sont dans la salle arrière du Parthénon. Et c'est là aussi que l'on a retrouvé les comptes de l'acropole, qui sont une source de renseignements extraordinaire. Et alors, cette formule du dieu patron de la cité et d'un animal ou d'un objet qui le rappelle, va connaître un succès non pas immédiat. Dans les monnaies du 5e siècle, on le trouve, dans les monnaies des autres cités au 5e siècle, on le trouve à peine. Mais tout de même, vous constaterez que Corinthe, qui au début avait frappé des monnaies avec, comme Égine, un animal mythique, ici, Pégase, sans représentation divine, vers 500, c'est-à-dire un peu après Athènes, introduit la patronne de l'Acrocorinthe au revers et non pas au droit. Mais ensuite, alors, à partir des monnayages du IVe siècle, à gauche, dans la deuxième ligne à gauche, vous avez une monnaie de Milet, et vous retrouvez le lion tournant la tête en arrière et tirant la langue, dont je vous avais dit tout à l'heure que c'était peut-être Milet. Mais maintenant nous en sommes sûrs, car nous avons au droit Apollon, et malheureusement le trésor du dieu a été pillé, mais si j'avais eu, il y a quelques siècles, l'envie de voler la cité de Milet, j'aurais foncé directement dans le temple d'Apollon. Et pour me confirmer que je ne me trompe pas, je vous présente une monnaie de Rhodes avec Hélios, le soleil, qui est le grand dieu de Rhodes, dont le temple se dresse sur l'acropole, son sanctuaire se dresse sur l'acropole, et la rose de Rhodes, regardez-la bien, nous la retrouverons. Et je n'ai pris que deux monnaies, que deux cités, mais je pourrais vous en montrer des quantités. C'est devenu, à partir du début du IVe siècle, le schéma normal, je dirais, de la cité, de la monnaie grecque, le dieu protecteur et un symbole, une image qui l'accompagne. Et alors, j'insiste peu, mais j'indique au passage, également, je vous parlais tout à l'heure de ces points, ce qu'on appellera au Moyen-Âge le point secret, qui permet à l'homme compétent de savoir tout de suite si cette monnaie est authentique ou pas. Alors, à Chalkis, dont on a parlé tout à l'heure, vous avez ici une émission qui est une émission à la couronne, et vous avez ici une émission au trophée, avec une petite astuce supplémentaire qui permet d'être sûr que votre pièce est authentique. C'est qu'ici, l'aigle que le serpent vient d'attraper entoure sa queue autour de la queue de l'aigle, tandis que ici, le serpent fait un nœud autour de la queue de l'aigle. Et vous avez un certain nombre d'émissions avec le serpent enroulé et un certain nombre d'émissions avec le serpent faisant un nœud. Et une fois que vous avez compris que c'était dans la queue du serpent que nichait le secret du monnayage de Chalkis, vous reconstituez la série sans aucune difficulté. Et je pourrais prendre d'autres, mais le temps passant, je dois quand même vous citer, prendre cet exemple-ci. Vous lisez Épam. C'est une monnaie de Béotie, avec le bouclier béotien et le canthare, le cratère béotien. On a tout de suite dit, quand on a trouvé ces premières monnaies, qu'il s'agissait du grand Épaminondas, et que c'était donc un béotarque, un des magistrats, un des chefs de la confédération béotienne, qui était responsable des monnaies. Et puis patatras,
On a trouvé ces monnaies dans des trésors, et on sait maintenant que cette monnaie d'Épam était frappée une bonne vingtaine d'années après la mort du grand Épaminondas. Donc ça n'est sûrement pas le grand Épaminondas, ça n'est pas un Béotarque, et je dirais même que nous n'avons pas de magistrats monétaires, nous avons des commissions qui ont mis un homme dont personne ne se souvient, qui était là simplement pour rappeler que la monnaie était authentique. Alors, pourquoi frapper monnaie? Et comment est-ce que la monnaie évolue? Eh bien, il ne fait absolument aucun doute que c'est la guerre, et c'est le financement de la guerre qui est à l'origine de la monnaie. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que les premières monnaies avaient servi à payer tribut. Et en Asie mineure, aux Lydiens d'abord et aux Perses ensuite, et dans le nord de la mer Égée, en Thrace, dès que les Perses conquièrent la région. Et je voudrais consacrer les dernières minutes qui me restent à parler de ce problème des monnaies en Thrace, car ça nous apprend des choses tout à fait intéressantes. Au passage, vous avez à gauche des photos prises lors d'une visite d'une mine de Thasos, et vous constaterez que ces couloirs de ces mines n'ont rien de confortable pour la visite. Et vous voyez l'acropole de Thasos, la mine se trouve sous l'acropole, et de Thasos, vous voyez la position du port et le continent en face, où se trouve quantité de mines d'argent. Alors, Thasos est ici, le mont Pangée et la région des mines d'argent est ici, et cette région va donner l'occasion à une région d'adopter la monnaie à la suite de sa conquête par les Perses. Dans cette région, il y a à la fois des Thraces qui habitaient en somme le territoire de la Bulgarie actuelle, la région côtière au sud, et des colonies grecques. Et nous constatons que ces monnaies sont exactement les mêmes à un point près pour les Thraces et pour les cités grecques. Alors, je vous ai pris le groupe d'une réunion du Silène et d'une Ménade. Le Silène, c'est un personnage vénéré, c'est un personnage du groupe de Dionysos. Vous voyez qu'il tient ici un verre à boire le vin, enfin un vase à boire le vin, et c'est un relief sculpté sur une porte de Thasos. Et ce même Silène, nous le voyons ici dans un groupe d'émissions assez importantes, certainement Thrace, qui invite en quelque sorte une Ménade à lui jeter un coup d'œil. La pauvre Ménade a peut-être tort de s'arrêter, car vous voyez ce qui l'attend dans la minute d'après, le Silène s'empare d'elle, et parallèlement à ces monnaies qui sont sûrement de Thasos, bien qu'il n'y ait aucun nom, parce que le type va se maintenir pendant tout le 5e siècle, et nous avons une permanence qui nous permet de dire que c'est bien la cité de Thasos qui a frappé ces pièces. En même temps que ces monnaies au Silène, nous avons l'aventure de la Ménade, cette fois-ci chez les Thraces, avec des noms thraces qui sont écrits en grec ici. C'est pas très facile à lire, enfin. Et vous voyez, si vous comparez en particulier le haut de la monnaie Thrace et le haut de la monnaie de Thasos, vous constaterez que la position des bras, des deux bras du Silène, le dessin du haut de son buste, la main de la Ménade, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que les Thraces ont inscrit leur nom en grec? Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait en grec? Pour une raison très simple, il n'y a pas d'alphabet Thrace et les Thraces ont refusé l'écriture. Pourquoi est-ce qu'ils ont inscrit leur nom sur les monnaies et pas les Thasiens? Ben, tout simplement parce que, à Thasos, cette image renvoie à la cité.
C'est comme la tortue d'Égine ou la tête d'Athéna sur les monnaies d'Athènes. Tandis qu'en Thrace, nous avons plusieurs noms de peuples thraces sur le même type. C'est-à-dire que selon un peu une tradition du premier monnayage archaïque, le type renvoie non pas au peuple, le même peuple peut utiliser plusieurs types différents, et le même type peut être gravé de plusieurs noms différents, mais renvoie probablement au district minier, à l'origine du minerai. Et avec ce minerai, on paie tribut aux Thraces. Je crois que je vais m'interrompre ici, mais en attirant votre attention sur deux choses tout à fait remarquables. Vous avez des monnaies, alors ici aussi, monnaie thrace, monnaie grecque, c'est une monnaie d'acanthe, et si vous regardez la façon dont la tête du taureau est dessinée sur les monnaies thraces et sur les monnaies grecques, en particulier la façon dont les fanons du taureau sont gravés, vous constaterez que c'est gravé exactement de la même manière sur les monnaies d'acanthe et sur les monnaies thraces. Et d'autre part, cette monnaie thrace porte une légende, Geta Basileus des Édoniens, avec quelque chose de tout à fait étonnant. Geta indique son nom, Geta, et son titre, ça n'est pas le titre du roi en Thrace, il utilise le titre grec de Basileus. Autrement dit, la monnaie est un moyen, est un instrument, qui sert à payer tribut à ce moment-là, est un instrument qui est un instrument de collaboration, d'interaction entre ce que nous appellerions des barbares et ce que nous appelons des Grecs. Mais si vous reprenez les deux stataires ici, je vous défie bien de dire si le graveur est grec, s'il est thrace, qui est grec, qui est thrace, etc. La monnaie, elle est de Thasos ou elle est de tel peuple thrace. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Un décret de Sestos du début du IIe siècle nous dit que la cité, grâce à telle personne, va frapper monnaie afin que soit imprimé le caractère, c'est-à-dire à la fois la gravure, mais aussi l'image de la cité. Eh bien, cette monnaie, à partir du moment où elle s'est ainsi définie, elle va continuer à être essentiellement un instrument au service de la cité. Et j'espère vous avoir montré qu'à la fois la cité avait transformé la monnaie et que la monnaie avait amené la cité à se faire une image différente, une aura différente de ce qu'elle était auparavant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier Picard pour cette intervention. Je pense que maintenant, chacun d'entre nous regardera de manière un petit peu différente ce qu'il a au fond de ses poches et essaiera peut-être de faire un peu comme vous l'avez fait, d'interpréter ce qu'il y a de représenté sur ces monnaies. Vous avez beaucoup insisté lors de cette conférence sur l'importance pour la puissance publique, pour la cité, de l'apparition de la monnaie. La question que je voudrais vous poser pour commencer, avant de laisser la parole à la salle, comme c'est l'usage, c'est en quoi la monnaie a-t-elle pu modifier la perception, cette fois-ci, non pas de la cité elle-même des choses, mais des citoyens eux-mêmes par rapport à leur propre cité. Alors, il est certain que la monnaie, c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de s'enrichir, et que l'introduction de la monnaie... l'introduction de la monnaie s'est faite des circonstances historiques extraordinaires qui étaient évidemment imprévisibles, un peu comme les découvertes des mines d'argent en Amérique après Christophe Colomb, ou la découverte de l'or en Californie ou en Alaska.
la décision de frapper monnaie s'est faite à un moment où la Grèce découvre, les cités grecques découvrent 3 gisements d'argent très importants. Dans l'île de Sifnos, en Attique, au Laurion, et en Thrace, autour du mont Pangée. Et on sait que les gens étaient parfaitement sensibles à cela. On sait par exemple que Pisistrate, à un moment, il est tyran d'Athènes, et il est expulsé d'Athènes par ses adversaires. Il veut se refaire une fortune, je ne citerai pas d'exemple contemporain, et il part autour du mont Pangée pour rassembler de l'argent et avec cet argent se constituer une armée de mercenaires avec laquelle il va reprendre le pouvoir. Et du coup, nous avions une société qui était une société traditionnelle fondée sur la possession des terres, sur les revenus de ces terres, pas forcément la possession. Et cette société avait déjà évolué. Solon avait transformé radicalement la cité athénienne, mais toujours dans ce système de propriétaires terriens. Et on sait que c'était important d'avoir un cheval, mais ensuite de pouvoir labourer, d'avoir un bœuf, et puis il y avait les malheureux qui n'avaient rien de tout cela. La monnaie et il y avait déjà, mais alors on ne sait pas très bien comment il se finançait, il y avait un certain nombre de gens, ou un petit nombre de gens, c'était extrêmement dangereux, qui se livraient à des aventures sur mer, colonisation, pas du tout dans le sens que nous lui donnons, piraterie, beaucoup de piraterie. J'ai toujours pensé que si les Grecs n'avaient pas la même réputation que les Normands dans notre haut Moyen-Âge, vous savez, les Normands sont les pillards, ce sont des gens affreux, tandis que les Grecs, ce sont des gens intelligents, connaissant, sachant lire, écrire, etc. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Mais les Grecs ont eu un avantage considérable par rapport aux Normands. C'est eux qui ont raconté leur propre histoire et ce ne sont pas les gens qu'ils allaient piller qui ont raconté leur histoire. D'où un point de vue un peu différent. Et alors, l'argent permet en particulier de construire beaucoup plus de bateaux. Pour construire des bateaux, il faut des bois que l'on importe d'un peu partout, ça coûte très cher, il faut beaucoup de rameurs, il faut payer ces rameurs, et Thémistocle, par exemple, en 483, dira aux Athéniens, nous avons beaucoup d'argent, on va construire une flotte de guerre, et avec cette flotte de guerre, on va gagner la bataille de Salamine. Il ne le dit pas, mais nous le savons. Et surtout, on va construire la maîtrise d'Athènes sur la mer. Et nous voyons petit à petit, dans le courant du Ve siècle, et surtout après la guerre du Péloponnèse, cette société athénienne se modifier très profondément parce que l'argent a modifié les hiérarchies sociales, les richesses. Un cas extraordinaire, le père de Démosthène, nous avons son testament, il meurt en 383, mes souvenirs sont exacts, et le père de Démosthène avait une fortune considérable, il était parmi les plus riches athéniens, il n'avait pas une seule terre. Ce qui est... alors, on nous dit aussi que Périclès avait été le premier à ne pas vivre du produit de ses terres, mais à les vendre les récoltes sur le marché aussitôt après la récolte faite, et à acheter au fur et à mesure le blé, le vin, l'huile dont ils avaient besoin, et dont sa maison avait besoin. Alors, on se souvient de cela pour Périclès parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Au IVe siècle, cela devient assez normal et se constitue petit à petit une société nouvelle où finalement ce qui compte, c'est l'argent. Je sais qu'il en a été découvert une drachme d'Athènes à Soyon, c'est en face de Valence, et qui se trouve au musée d'Athènes. Ça nous renseigne sur les échanges commerciaux entre cette ville et, par remontée de la vallée du Rhône, sur la Gaule.
à partir de Marseille éventuellement. Est-ce que vous avez une carte sur les trouvailles? Vous avez tout à fait raison. Non seulement nous avons une carte sur les trouvailles, mais on travaille beaucoup sur les cartes de répartition des trésors. Et nous nous sommes aperçus, on a fait un colloque il y a quelques années là-dessus, sur quelque chose d'étonnant, c'est que il n'y a pas de trésor de monnaie d'Athènes sur le pourtour de la mer Égée, c'est-à-dire dans les cités qui sont des sujettes d'Athènes ou qui commercent avec Athènes. En revanche, les monnaies d'Athènes se retrouvent en Égypte, au Proche-Orient, pas en Thrace, mais en Sicile et quelques-unes en Gaule, vous avez tout à fait raison. Et en gros, les monnaies que l'on trouve dans les trésors sont des monnaies qui, enfin c'est mon point de vue en tout cas, ont été enfouies par des soldats, par des gens qui, avant de repartir en campagne, avaient caché leur fortune quelque part, et non pas par des commerçants, parce que le commerçant, lui, fait circuler la monnaie sans arrêt. Donc il est tout à fait normal qu'on ait retrouvé de ces monnaies en Gaule. Ça n'est pas, je crois, le signe du commerce, ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des vases grecs, des vases athéniens vendus en Gaule. Vous savez que la tombe de Vix, on a beaucoup discuté sur la date de la tombe de Vix, et que la chronologie de la tombe de Vix, c'est finalement la céramique attique qui a permis de l'établir. Mais la circulation des monnaies est un phénomène tout à fait important, et ce sont les cartes de trésor qui permettent de l'établir. Excusez-moi, c'est une question très naïve, mais... Il n'y a pas de mauvaise question, madame, il n'y a que de mauvaises réponses. Merci. La monnaie qui était frappée à Athènes, enfin bon, peut-être pas à Athènes, mais dans un endroit moins célèbre, est-ce qu'elle pouvait servir, je veux dire, comment on pouvait établir des équivalents de valeurs ailleurs dans le royaume? Alors, c'est une question très importante, et j'ai longtemps lutté contre cette conclusion, mais elle s'impose. C'est que, notamment en relation avec le commerce du vin, et vous savez que dès le VIe siècle, dès le milieu du VIe siècle, avant même l'apparition de la monnaie à Athènes, Athènes écrase ses concurrents, en particulier Corinthe, dans l'exportation des vases attiques triomphent partout. Et le commerce notamment le commerce du vin, mais aussi le commerce du blé, le commerce des esclaves, se fait désormais en monnaie. Et il y avait des changeurs qui savaient quelle était la valeur de la monnaie contre la monnaie locale. Nous n'avons de texte là-dessus que après le Ve siècle, mais je pense que très tôt, il a dû se savoir dans les ports de la mer Égée, de la Méditerranée occidentale et de la mer Noire ce que valait une tortue d'Égine, une drachme attique, une monnaie béotienne, une monnaie de Thasos, etc. Alors, nous n'aurons de compte précis que de chiffres précis que dans les comptes des sanctuaires. Par exemple, à Delphes, on sait combien ce que valait une tortue contre une chouette, mais on ne le sait qu'à partir du IVe siècle. Mais je pense que ça a dû s'établir très très tôt. Bonjour. Bonjour. On a parlé du système d'échange, effectivement, comment ça s'était mis en place. Il y a une autre question qui arrive derrière, c'est y avait-il une monnaie dominante, comme on a aujourd'hui le dollar au niveau mondial, puisqu'effectivement on est dans une société commerçante, une société très commerçante et une société d'échange. Et y a-t-il eu une monnaie dominante à un certain moment? Y a-t-il eu des changements de monnaie dominante, et comment cela s'est-il fait? Alors vous avez tout à fait raison. La première monnaie dominante, c'est la tortue d'Égine. Ceci jusque vers 480. Et puis après, la tortue d'Égine continue à dominer dans le Péloponnèse, en Béotie et en Thessalie, mais on la trouve, on la trouve essentiellement dans ces monnaies. À partir de 480, c'est la chouette. Et à partir de la mort d'Alexandre, ce sont ce que l'on appelle les Alexandres. Curieusement, très peu de monnaies au type d'Alexandre ont été frappées du vivant du roi,
mais dans la guerre de succession qui s'est établie, les différents généraux ont frappé des monnaies au type d'Alexandre, et cette monnaie devient la monnaie des mercenaires. Alors, c'est une monnaie extraordinaire, parce que jusqu'à présent, ces monnaies, la tortue comme la chouette, étaient des monnaies qui étaient frappées par une cité, contrôlées par une cité. Les Alexandres, eux, on va les frapper partout. Dans les royaumes, en mer Noire, en Asie mineure, partout. Et très vite, le spécialiste, le changeur, pouvait savoir d'où venait l'Alexandre, mais l'utilisateur normal ne le savait pas. Et dans des trésors trouvés en Thrace, par exemple, on a des centaines d'Alexandres qui sont frappés dans l'ensemble du monde hellénistique, et les gens ne savaient plus d'où ça avait été frappé. Et alors, néanmoins, cette monnaie garde le même poids et la même qualité de l'argent jusque vers le milieu du IIe siècle. Et à partir du milieu du IIe siècle, à un moment où la victoire de Rome et la domination de Rome en Méditerranée orientale changent la donne, Rome ne veut pas de mercenaires, Rome a peur Rome ne veut pas que les rois hellénistiques puissent reconstituer des armées importantes. En revanche, quand Rome fait la guerre, elle impose aux cités alliées d'assez lourdes contributions. Et pour ces contributions, on frappe un type de tétradrachme qui devient la monnaie dominante. Et vous en avez vu un quand je vous ai montré le tétradrachme récent d'Athènes. C'est une de ces monnaies dominantes à partir des années 160-150. Et puis ensuite, alors, c'est le denier. À partir de... Et le denier... à partir des années 80 jusque dans les années, devient petit à petit la monnaie dominante. Et en 28, Auguste décide que le denier sera la monnaie de l'Empire. Et donc, tout est désormais compté en denier. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure que je pense que très tôt, les changeurs savaient quelle était la valeur de la monnaie. Et en effet, c'est une des raisons majeures, c'est l'existence de ces monnaies dominantes. Oui. Oui. Oui, bonsoir. C'était très, très intéressé. Mais vous n'avez pas parlé des monnaies d'Extrême-Orient, la Chine notamment, et des rapports qui ont pu exister entre l'Extrême-Orient et le bassin méditerranéen, éventuellement. Alors, si je faisais la liste de ce dont je n'ai pas parlé, nous y serions jusqu'à demain matin. Alors, en fait, le monde chinois reste quand même tout à fait à part. Et l'évolution de la monnaie, ça m'avait intéressé à un moment, et puis c'est des documents qui sont difficiles à maîtriser, etc. Mais l'évolution de la monnaie en Chine est tout à fait différente, et le fait qu'il y ait un empire ou à certains moments un petit nombre de royaumes fait que les valeurs circulent de façon tout à fait différente. En revanche, la monnaie va jusqu'en Inde. Et à partir déjà, il y a au moment de la guerre en Afghanistan, on a une Afghane, en allant puiser de l'eau à la rivière, trouve une pièce d'or dans la casserole avec laquelle elle puisait de l'eau, et ça a amené à la découverte d'un trésor qui a malheureusement été tout de suite dispersé sur le marché de Peshawar, dont on ne sait pas s'il faisait 2 tonnes, 3 tonnes, peut-être même 4 tonnes d'or et d'argent antique. Alors la pièce la plus récente est une monnaie de l'époque de Tibère, et c'est probablement le trésor d'un sanctuaire qui a été pillé par les Huns. Mais dans ce trésor, il y avait des chouettes. Donc il y a des chouettes qui sont arrivées en Afghanistan dès les guerres médiques, dès les années 480. Et puis évidemment, à partir d'Alexandre, ces monnaies, la monnaie devient le moyen de paiement des guerriers. Et l'Empire Maurya, par exemple, frappe monnaie, parce que les guerriers... C'est à la fois très commode, ça plaît à tout le monde, c'est le moyen de paiement le plus commode. Et donc, les Indo-Grecs sont un chapitre important de l'histoire du monnayage grec, oui. Et vous voyez, si je dis monnayage grec, c'est pas par impérialisme hellénocentrique,
c'est qu'on a quand même un monde financier dont le centre est la Méditerranée orientale. Bonsoir. Je m'appelle Kenny. En fait, ma question porte sur les fraudes. Là. Ah oui, d'accord, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a changé les billets de 5 et de 10, et il me semble que vous n'avez pas trop parlé des fraudes, et les ustensiles n'avaient pas l'air d'être trop difficiles peut-être à fabriquer ou même à obtenir. Donc, est-ce que vous auriez des informations là-dessus, s'il vous plaît? Alors, c'est un sujet passionnant, et ça peut conduire jusqu'à la philosophie. Parce que vous connaissez peut-être tous Diogène le Cynique. Et Diogène le Cynique était originaire de Cyzique, la cité dont je vous ai montré les stataires. Bon, un peu plus tard, au IVe siècle. Et Diogène, qui était le fils d'un banquier, à cette époque-là il y a des banquiers, Diogène a été chargé de frapper monnaie pour la cité. Et Diogène a frappé de la fausse monnaie. Et au moment où on s'en aperçoit, grâce à ces marques de contrôle, quelqu'un le prévient et il a juste le temps de se sauver, de sauter sur un bateau qui quitte Cyzique avec ce qu'il avait sur le dos et rien d'autre, et il arrive à Athènes. Et là, à Athènes, tellement heureux d'avoir gardé la vie, parce que s'il avait été arrêté, il aurait été condamné, jugé, probablement condamné et exécuté. Arrivé à Athènes, il se dit, au fond, qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que la fortune? Et à partir de ce moment-là, il vit dans son tonneau avec un gobelet pour boire de l'eau. Et même ce gobelet, à un moment, voyant un gamin buvant de l'eau dans les mains, il se dit que même le gobelet était superflu. Alors, c'est vous dire que les monnaies fausses ont toujours existé. Et le plus souvent, ces monnaies fausses sont frappées dans l'atelier monétaire par des ouvriers de l'atelier monétaire. Ça suppose une telle maîtrise que ça ne pouvait guère être que des gens de métier. Alors il y a deux manières de frapper des monnaies fausses, ou bien on frappe des monnaies au type de la cité, avec non pas un cœur d'argent, mais un cœur de bronze, et on recouvre ce cœur de bronze d'une pellicule d'argent. Et alors, on en trouve dans les fouilles, alors que c'est très rare de trouver des monnaies, excessivement rare de trouver des monnaies d'argent dans les fouilles. En revanche, on trouve des monnaies fausses, et on le repère au fait que ces monnaies ont été d'abord cisaillées. Il est probable que, vous savez, ce que l'on disait dans la France ancienne, la monnaie sonnante et trébuchante. Alors la monnaie trébuchante, c'est la monnaie qui pèse le bon poids. Et la monnaie sonnante, c'est celle que vous frappez contre du marbre ou contre du métal et qui a un bon son. Et si elle est en argent pur, elle sonnera bien. Si elle est en argent impur, elle ne sonnera pas bien. Et à ce moment-là, vous vérifiez en faisant un trou dedans, et si il s'avère que cette monnaie est fausse, vous saisissez la monnaie et vous demandez des raisons au propriétaire de la monnaie. Alors ça, c'est une manière très fréquente de frapper monnaie. L'autre manière, c'est de frapper des monnaies étrangères avec un poids, alors en bon argent, elles sonneront bien, mais avec un poids... donc des imitations en quelque sorte, mais ces imitations sont pratiquement toujours plus légères, et la différence de poids est certainement due à une volonté de frauder. Bonsoir monsieur. Vous avez parlé, vous avez fait remonter le temps, là vous avez parlé, j'ai frémi quand vous avez parlé des banquiers. Alors... Attendez. Oui. Peut-on cerner quel était le rôle du banquier d'une telle époque? Et deuxième question, à partir de quand, puisqu'on a parlé de fausses monnaies, de toutes les perversités qui peuvent apparaître de façon quasi naturelle, à partir de quand, et à partir à cette période hellénistique, a-t-on trace, si j'ose dire, du système de la pratique des intérêts? Alors, il est probable
Mais là encore, ce sont des hypothèses parce que nos renseignements sont plus récents. Il est probable que l'un des premiers effets de la monnaie a été d'entraîner des prêts et un système de prêts. Alors il y a deux types de prêts. Il y a ce qu'on appelle l'Eranos, qui est un prêt de nature sociale et que des voisins, des gens du même village ou des parents sont quasiment obligés de consentir à celui qui le demande. Ces éranoi concernent des sommes de relativement faible valeur. Et dans un passage entièrement sophistiqué, où il raconte, il trompe son monde. Quand Xénophon parle de la cité des Lacédémoniens, il explique à un moment pourquoi les Lacédémoniens n'ont pas de monnaie. Et il utilise, devenu depuis ce qu'on a appelé l'argument du chaudron, il utilise trois arguments en disant, premièrement, la monnaie est inutile à Sparte. Deuxièmement, la monnaie de fer qu'on utilise à Sparte est tellement malcommode que personne ne s'en sert. Et troisièmement, la monnaie est interdite. Alors, ou bien elle est interdite, ou bien elle est malcommode, ou bien elle est inutile, mais pas les trois en même temps. Et dans ce chapitre sur les monnaies, Xénophon dit: à Sparte, les Spartiates n'ont pas besoin d'éranoi parce qu'ils sont tellement courageux qu'à la guerre, de toute façon, ils ne laisseront personne se faire capturer par l'ennemi. Et donc, ça montre bien que ces éranoi servent notamment en cas de rachat de prisonniers, mais ça sert aussi à toutes sortes de fonctions. Et plus généralement, le prêt avec intérêt a dû commencer très tôt. Dès le début disons dès les années 480, enfin dès que les chouettes circulent assez largement. Les premières. Alors, nous avons une mention d'un banquier. Alors, ce que j'appelle banquier. Évidemment, ce n'est pas banquiers actuels, mais c'est un abus peut-être de traduction que je partage avec nos contemporains grecs, puisque la banque en grec se dit trapeza, c'est-à-dire la table, et c'est la table du changeur. Tandis que nous suivons la tradition italienne, où le banco, c'est le banc du changeur aussi, mais c'est l'espace plat sur lequel les changeurs en Grèce ou en Italie étalaient leur monnaie et pratiquaient leurs opérations. Alors, donc, nous avons l'attestation d'un nom de quelqu'un de qualifié de trapézite à Égine au 5e siècle encore. Et à Athènes, on sait également qu'il y a deux noms qui sont des noms de gens qualifiés de trapézites dans les années 430. Mais c'est la limite inférieure. Hein. Et je pense que le commerce avec la mer Noire a fonctionné très très tôt avec de l'argent. Avec un système très simple. C'est ce qu'on appelle le prêt à la grosse aventure, pardon. Et c'est un système de prêt qui est encore connu de Shakespeare dans Le Marchand de Venise. Alors, il y a un armateur qui organise une expédition, un bateau, et il ne va pas partir tout seul, il va partir avec 2-3 associés. C'est une forme d'assurance, c'est pour répartir les risques. Si le bateau coule, il n'aura pas tout perdu, à condition qu'il n'ait pas perdu la vie. Mais ces associés qui acceptent de faire ce parcours dangereux qui va prendre tout l'été, empruntent de l'argent à qui veut le prêter, et avec cet argent achètent du vin, vont en mer, pas forcément à Athènes, quelque part autour de la mer Égée, vont vendre ce vin en mer Noire, et contre des stataires de Cyzique, achètent du blé ou des esclaves ou du cuir, on a différentes indications, et reviennent vendre ça à Athènes. Le bénéfice de l'opération est de 100%, si l'opération réussit. Et le prêt à la grosse aventure, vous devez le rembourser si vous revenez à Athènes. Si vous faites naufrage, si le bateau est perdu,
vous ne devez rien du tout. Et ça, c'est attesté dès la fin du 5e siècle, et c'est à peu près certainement plus ancien. Et puis à côté de ça, on a aussi déjà des formes de mini-prêts, mais minuscules. Il est question chez un auteur comique dont le nom m'échappe pour l'instant, nous sommes à Athènes tout de suite après la guerre du Péloponnèse, à un moment de grande misère. Athènes a été vaincue, elle est dans une situation catastrophique, et quelqu'un emprunte, alors pour une somme minime, la plus petite pièce de monnaie possible, emprunte un chaudron pour faire cuire la soupe familiale le soir. Et une fois la soupe mangée, rend le chaudron au prêteur. Donc vous voyez, on a des catégories de prêts très variées. Alors cela dit, le banquier le plus riche que nous connaissions à Athènes possède un capital de 85 talents. 85 talents, c'est une somme importante. Le père de Démosthène a laissé, je crois que c'est 30 talents, et ça suffit à faire de son fils un des plus riches Athéniens de sa vie. À côté des revenus de la cité d'Athènes ou même d'une petite cité, c'est pas grand-chose. Et nos trapézites n'ont rigoureusement rien à voir avec les Fugger ou avec les banquiers italiens du XIIIe, XIVe siècle, qui, il est vrai, servent à la papauté, c'est-à-dire l'instrument financier le plus remarquable de l'époque. Mais et alors, il y a une chose très curieuse aussi, c'est que l'intérêt s'appelle le tokos. Et le tokos, alors c'est un mot que M. Chandezon connaît bien, c'est le croix dans un troupeau. Et en particulier, quand vous engagez quelqu'un pour garder un troupeau de chèvres ou de moutons, il y a un certain nombre, il y a un nombre de naissances important. Et ces naissances servent à rémunérer le berger, et ça pouvait probablement servir à payer avant la monnaie des emprunts que l'on faisait. Et c'est curieux de voir que ce terme de croix ait été utilisé dès le début pour dénommer l'emprunt. Ce qui montre que c'est tout le cas de la monnaie. La monnaie et les usages de la monnaie s'introduisent dans une économie qui fonctionne déjà depuis des millénaires, et on dérive des systèmes qui existaient auparavant, qu'on utilise pour autre chose, en gardant quelquefois le même nom. Oui. Bonjour. Bonsoir. Vous avez dit que l'apparition de la monnaie, c'était un moyen de faire payer tribut, en fait. Oui. Donc c'est un instrument de domination. Oui. Est-ce que ça s'est passé dans tous les pays du monde? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelque part, ça l'est encore? Alors, effectivement, on est tenté, je vais répondre d'abord à la deuxième question, on est évidemment toujours tenté, mais il faut se garder des anachronismes, on est toujours tenté et surtout, moi j'ai pleinement vécu la période de l'après-guerre, de la guerre froide et de la domination du monde américain dans des proportions qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et bien sûr, il est tentant d'imaginer, de comparer le rôle de la chouette et le rôle du dollar. Mais enfin, c'est assez dangereux et c'est quand même des développements très différents. Alors, cela dit que l'argent, une des raisons qui a développé l'usage de l'argent, c'est en effet son emploi dans la fiscalité. Alors la fiscalité à l'intérieur de la cité, la fiscalité à l'extérieur de la cité. Ça ne s'impose pas comme ça. Par exemple,
les rois lagides sont les rois les plus riches du monde hellénistique. Leur fortune tient au fait qu'ils reçoivent à peu près la moitié du blé récolté en Égypte chaque année. Mais les rois d'Égypte perçoivent cet impôt en nature, le phoros est payé en nature, et ensuite ce sont les rois lagides qui, à Alexandrie, par le commerce, transforment ce phoros en argent. Et il en va de même pour le royaume séleucide. Il y a quelques années, un gréco-américain a écrit un livre pour essayer de soutenir que les Séleucides percevaient... Donc, les Séleucides, vous savez, ce sont les successeurs d'Alexandre qui dominent la Syrie, l'Irak, l'Iran et l'Asie mineure et la Turquie actuelle. Donc, des territoires considérables. Et... il a essayé de soutenir que l'impôt, qui s'appelle aussi le phoros, et le phoros c'est aussi l'impôt payé par les alliés d'Athènes à Athènes. Mais le phoros payé par les alliés d'Athènes à Athènes, c'est de la monnaie, ça on en est sûr. Le phoros payé par les paysans égyptiens au roi Lagide, c'est en nature, on le sait, on en est absolument sûr aussi. Et il a essayé de soutenir que le phoros payé aux Séleucides était payé en argent, et c'est sûrement faux. Il n'y a pas de possibilité que le paysan de Babylonie soit capable de convertir lui-même son blé en argent. Donc, c'est simplement parce que l'argent est évidemment, partout où on peut l'utiliser, le moyen le plus simple de payer l'impôt. Ou de percevoir l'impôt. Et ça a un avantage considérable. Rome va résoudre le problème en utilisant le blé pour la nonne et en envoyant le blé à Athènes, mais quand vous percevez le blé de l'Égypte, il faut le vendre ou le consommer dans l'année, ou l'année suivante, il est déjà plus bon. Tandis que l'argent que Ptolémée Ier a perçu, on le trouve encore dans les caisses de Cléopâtre 3 siècles plus tard, il est toujours aussi bon. Donc l'argent est très supérieur à tout autre moyen de paiement. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous parler des monnaies de Philippe II de Macédoine qui semblent avoir eu une grande importance en Gaule ? Alors, les monnaies de Philippe II de Macédoine ont une importance considérable et le passage en Gaule s'est fait de deux manières. D'une part, vous savez, dans les monnaies de Philippe II, Philippe II réorganise l'armée macédonienne et à partir de ce moment-là, les soldats macédoniens sont payés en argent. Cette masse de monnaie a servi à ça. Tandis qu'avant, ils étaient payés. Et les monnaies de Philippe II continuent à être frappées jusqu'à une quarantaine d'années après sa mort. Et ils servent notamment en très grande quantité avec les Thraces, et ils servent à payer les contingents militaires thraces que les armées thraces, que les Thraces fournissent à Philippe II et à Alexandre. Et le génie d'Alexandre, c'est pour ça qu'Alexandre ne peut pas faire la guerre 2 ans de suite au même endroit, parce qu'il faut qu'il trouve à chaque fois un territoire nouveau à piller, il faut qu'il change de direction, il faut qu'il renouvelle ses ressources. Mais alors, ces monnaies de Philippe II, on en trouve des quantités en Bulgarie. La Bulgarie est même la région où l'on trouve le plus grand nombre de trésors de monnaies d'argent et d'or de Philippe II. À partir de là, elles sont allées elles ont été utilisées par les Celtes à partir du raid de 280 qui vient jusqu'à Delphes. Ces Celtes, ce sont des gens qui habitent la région entre Belgrade et Zagreb. Et puis ensuite, c'est devenu une monnaie de mercenaires. Et en particulier les monnaies d'or de Philippe II, on en a retrouvé une en Bretagne, Pointe de la Bretagne, il n'y a pas très très longtemps, et elle n'a pas été perdue par un touriste qui venait se baigner, elle était perdue par un mercenaire qui était venu là. Et ces monnaies d'or sont frappées encore très très longtemps, et ça a été en particulier chez les guerriers celtes, c'est vous qui m'avez posé la question là. Oui, ça a été utilisé par les guerriers celtes comme le moyen de paiement. On en trouve aussi
parce qu'on nous sommes attentifs, monnaie de Philippe II trouvée en Gaule, mais on en trouve aussi au Yémen et en Arabie Saoudite. Parce que, pour les mêmes raisons, parce qu'il y a eu des guerriers qui se sont fait payer avec ces monnaies, et ça a une diffusion extraordinaire. En fait, j'avais une question assez simple. Je me demandais si l'outil monétaire, justement, avait pu être utilisé comme un moyen de créer ou de renforcer une sorte d'unité autour d'une dynastie royale, comme les Séleucides ou les Antigonides, par exemple. Alors ça ne fait absolument aucun doute. Et l'exemple le plus magnifique, c'est celui des Ptolémées, précisément. Parce que quand Ptolémée arrive à Alexandrie à l'automne 323, bon, il a quelques soldats, il a un peu d'argent, mais évidemment, il a été un des bons compagnons d'Alexandre. Il a joué un rôle important dans la conquête. Enfin, personne ne le connaît. Il fait partie de l'état-major d'Alexandre et personne ne le connaît. Et par conséquent, au début, il se présente comme le compagnon d'Alexandre. Et ces monnaies sont d'abord... c'est lui qui introduit la monnaie à Alexandrie. Mais ce sont des Alexandres comme les autres Alexandres. Et puis au bout d'un certain temps, on voit apparaître assez vite, on voit apparaître sur ces monnaies très régulièrement un signe de reconnaissance qui est non pas le thon de Cyzique, mais l'aigle. Et cet aigle, c'est l'aigle de Ptolémée. Et c'est l'aigle que l'on va retrouver pratiquement jusqu'à Cléopâtre. Et ensuite, il va modifier, très légèrement, mais de façon très caractéristique, le portrait d'Alexandre, enfin le portrait, la tête que l'on considère comme la tête d'Alexandre. En réalité, c'est une tête d'Héraclès. Mais comme c'est la tête d'Héraclès, il porte sur la tête la peau du lion de Némée, ce qu'on appelle la léontée, la tête du lion. Et il va remplacer cette peau de la tête de lion par une tête d'éléphant, parfaitement reconnaissable avec sa trompe et ses deux cornes. Et ce sont les seuls Alexandres à être frappés avec la tête d'éléphant. Et puis... alors, en 312, il se heurte à Démétrios Poliorcète et il reçoit une raclée épouvantable. Il est obligé de rentrer en Égypte en toute vitesse et de reconstituer son armée. Alors, il prend une mesure qui a eu beaucoup de succès, qui a fait couler encore beaucoup plus d'encre. Il prend 8 tétradrachmes d'Alexandre, et au poids d'Alexandre, 17 grammes à peu près, et avec 8 tétradrachmes, il frappe 9 tétradrachmes nouveaux. D'abord avec la tête d'éléphant, la tête d'Alexandre avec la peau d'éléphant, et puis à partir de 305, au moment où il prend le titre de Basileus, avec son portrait. Et on suit de façon presque linéaire la politique de Ptolémée pour affirmer la dynastie. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que avec un coin de droit, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on discute pour savoir combien on pouvait frapper de monnaie. On est d'accord pour penser que ça tourne autour de 20-25 000 pièces. Alors bien entendu, nous n'avons pas ces 20-25 000 pièces, mais nous sommes capables de reconnaître les coins, si deux pièces ont été frappées avec le même coin de droit ou avec des coins différents. Et le premier travail du numismate, c'est ce que j'ai fait pour Calchis, c'est de chercher à identifier les coins. Et à partir du moment où nous avons une moyenne de 6 pièces, 6 sur 20-25 000, de 6 pièces par coin, une moyenne de 6 pièces par coin, on considère, les statisticiens nous l'ont appris, que nous connaissons tous les coins. Et la monnaie est le seul objet antique pour lequel on puisse dire en toute sécurité que telle cité, tel roi a frappé monnaie à telle époque, et aussi, ce qui est beaucoup plus difficile, quand il n'a pas frappé monnaie. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très instructif, parce que l'on peut, grâce aux monnaies, reconstituer une chronique
de chaque cité ayant frappé monnaie ou de chaque roi. Alors cette chronique ne nous donnera évidemment pas... La monnaie apporte beaucoup moins de renseignements qu'une belle inscription ou qu'Hérodote, bien sûr. Mais il y a une continuité et la certitude que les lacunes que nous avons dans notre information ne sont pas des lacunes dues au hasard, mais des lacunes dues au fait que la cité, pour telle ou telle raison, n'a pas frappé à ce moment-là, qui fait que la monnaie est un instrument de documentation historique extraordinaire. J'ai peut-être une dernière question. Nous vivons, nous, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire à laquelle nous accordons une valeur qui n'a rien à voir avec le support. Personne ne peut dire combien vaut un billet de 100 € si on ne considère que le papier, ou la pièce d'1 € si on ne considère que le métal avec lequel elle est faite. Si je comprends bien, la monnaie initiale, elle vaut par sa teneur en argent ou en or, éventuellement. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aussi un élément fiduciaire qui fait qu'on doit avoir confiance dans cette monnaie par la régularité du dessin, par la disposition des coins, qui permet, même si le titrage en or ou en argent est bon, de reconnaître là une monnaie qui a de la valeur. Au fond, est-ce que l'idée de valeur peut aussi se détacher du contenu ou du support métallique? Alors l'idée de valeur est fondamentale. Ce qui fait la monnaie, c'est qu'on la compte et on ne la pèse plus. Et si on la compte, c'est parce qu'on a confiance dans sa monnaie. Et le mot pistis, qui veut dire confiance en grec, est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire politique grec d'abord, et qui apparaît petit à petit à partir du IVe siècle en liaison avec des opérations financières. Et le financier, c'est pas quelqu'un qui parle bien, c'est pas quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui vous inspire confiance. Et alors, il y a une première forme. Nous employons, les antiquisants, le terme de monnaie fiduciaire, mais c'est contesté parce que c'est pas tout à fait exact. Mais il y a quand même un degré de fiduciarité très fort dans la monnaie de bronze, parce que la monnaie de bronze qui apparaît vers 435 à Corinthe est détachée, la pièce de bronze est détachée de toute valeur commerciale du métal. Il faudrait qu'elle pèse, le calque vaut un 12e ou un 8e de bol. Il pèse entre 1,5 gramme et 1 gramme. Il faudrait qu'il pèse 1 kilo pour que la pièce ait sa valeur métallique. Donc là, on a déjà une forme de monnaie fiduciaire. Mais c'est vrai que dès que nous avons des textes, il ne faut pas oublier que nous avons des textes souvent un demi-siècle ou un siècle après l'apparition de la monnaie. Mais dès que nous avons des textes, le mot de pistis apparaît comme quelque chose de capital pour déterminer la valeur de la monnaie. Merci beaucoup Olivier Vicard, merci Éric Perrin-Samina Dayar.